Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu, le podcast. Épisode 6, le trou noir des Kickstarter. Salut tout le monde, bienvenue au 6e épisode de On Joue-tu, le podcast des jeux de société. Cette semaine, on a le grand retour après 3 semaines. On a eu des belles vacances sans Benji, mais il est de retour après 3 semaines. Comment ça va, Benji? Mais parfait, ça fait déjà 3 semaines qu'on s'est pas vu. Ouais. Oh là là, je suis ravi d'être de retour. Je vous remercie. Et puis, David, pas le même David que la semaine passée, parce que la semaine passée, on avait Monsieur Professeur Board Game. Maintenant, c'est notre David à nous. Comment ça va, David? Ça va super bien, ça fait vraiment plaisir de faire ce premier épisode à 3 et en plus dans la même pièce, donc on recule vraiment devant rien aujourd'hui. Juste avant de commencer notre épisode, je voulais faire un petit retour sur la question de la semaine, dernière. On n'a pas eu beaucoup de réponses cette fois-ci comparé à la semaine dernière. La majorité des réponses aux questions étaient sur la vidéo elle-même, sur la chaîne YouTube. Donc la première est de Jean-François Gilles. Je vous rappelle, la question de la semaine, c'était « Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus sur les réseaux sociaux concernant les jeux de société? » Alors, Jean-François nous dit « Ce qui manque sur YouTube, selon moi, c'est des parties entières entre joueurs experts, de chaînes YouTube différentes ou autres. Ce qui serait cool aussi, c'est de faire des let's play sur des jeux de société qui ont un mode campagne ou des suites et extensions. Des vidéos à l'intérieur des festivals des jeux de société, façon insider, des vidéos news et rumeurs sur certains jeux aussi seraient cool. Les podcasts, c'est cool aussi, comme tu fais avec des discussions, débats sur des sujets. Donc, en plus, il y a un petit compliment à la fin, c'est parfait. Ensuite, on a André Poisson qui nous dit « Ce qu'il manque, rentrer dans le jeu, parler de stratégie, parce que des nouveautés marketing, tout le monde fait ça, les vidéos finissent par se ressembler. » Donc, après, moi, je lui avais répondu qu'en anglais, ça se faisait beaucoup, comme une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Lord of the Board. Et puis, il dit « Oui, mais ça prendrait ça en français. » Donc ça, c'est André Poisson. Ça, c'était nos 2 réponses à la question de la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Écoute, moi, la première réponse me parle pas mal. Je trouve que ce serait intéressant d'avoir un peu plus de vidéos encore de jeux en train d'être joués, vraiment. Ça me manque de temps en temps. Alors, notamment, moi qui joue pas mal en solo, mais David, ça te parlera, je pense. Il y a quelques chaînes qui font ça avec des tests en solo, mais il n'y en a pas tant que ça, et du coup par rapport au nombre de jeux qui sortent en solo, il y a un certain nombre de jeux qui n'ont pas encore leur vidéo, et par moments ça manque pour certains solos un peu complexes. Et après j'aime bien l'idée du deuxième, là je trouve ça assez rigolo, donc c'est un projet pour toi ça, de se lancer dans des vidéos. Parce que j'ai pas assez de projets pour le moment. De stratégie, mais en plus finalement ça va dans le sens de ce qu'on critique parfois, sur le fait que tu aies des sorties en permanence, t'as pas le temps de rejouer au jeu, donc t'as pas le temps de développer des stratégies au jeu. Ouais. Et puis quand finalement tu prends du temps sur un jeu plus que sur d'autres, c'est vrai que c'est hyper agréable de découvrir une espèce de montée en puissance dans ce que tu maîtrises. Et ça, je reconnais qu'en français, moi j'ai jamais vu de vidéo sur des joueurs experts dans certains jeux qui te montrent quelle stratégie utiliser. Ouais, bon, comme je disais, celui que je mentionne, Lord of the Board, c'est un gars qui a commencé à faire des vidéos sur Root, puis comment gagner avec chaque faction différente. Donc ça, c'était super intéressant, mais après, ça veut dire que sa chaîne est quasiment que dédiée à Root. Donc c'est sûr que c'est un autre investissement total. Moi, j'arriverais pas, c'est clair, de faire les vidéos règles et ça. Donc, mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais vu que je perds tout le temps dans tous les jeux, je vois mal comment je pourrais donner des conseils. Puis toi, David, tu penses quoi? Oui, il y a une ou 2 chaînes qui ont fait pas mal de vidéos sur Horror Arkham, le jeu de cartes, avec des passionnés et en français. Mais c'est vrai que personnellement, ce que j'attends, finalement, il y a déjà tellement de vidéos que j'attends pas forcément plus que ce qu'il y a maintenant. Par contre, c'est vrai que je fonce pas tout le temps sur le top du mois, etc. Parce qu'on n'a déjà pas le temps de s'acheter les jeux, qu'il y a déjà le top qui est fait et on passe au mois suivant. Donc j'aime bien ceux qui reviennent aussi un peu sur les mois précédents, voire l'année précédente. Ça, c'est des concepts que j'aime assez bien parce que finalement, on peut se dire, tiens, oui, ce jeu-là, je le connais, j'y ai joué, je l'ai. Parce que le top des nouveautés du mois, si ça se trouve, ils ont même pas encore été disponibles pour nous, qu'on ne les connaît pas. Donc, voilà, je préfère prendre un peu le temps de parler des jeux qui ont peut-être déjà quelques mois d'existence. Il y a une chaîne Facebook qui fait ça, peut-être c'est celle dont tu parlais là. Ils reviennent sur des jeux 1 an après.
J'avoue qu'au moment où je vous en parle, je ne me rappelle plus le nom de la chaîne, mais je trouve le concept super. Mais Effectivement, c'est pas le labo des jeux? Mais peut-être que c'est le labo qui fait ça. Et donc ça c'est vraiment super intéressant parce que du coup ils ont présenté le jeu au moment de la sortie. 1 an après ils y rejouent et puis là ils redonnent leurs nouvelles sensations, sachant que le jeu n'est plus nouveau, qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis. C'est souvent des avis très très intéressants. Et puis soit qui confirment le plaisir du jeu, et puis là si on l'a pas... vraisemblablement c'est une petite perle à avoir dans sa ludothèque, soit qui disent que c'était un hockey game. J'avais entendu ce concept une fois sur Trick Track, le hockey game, et puis que du coup c'était pas grave si on est passé à côté. Alors, juste avant de passer à notre premier segment sur les découvertes, je voulais juste mentionner qu'on était bientôt rendu à 3000 écoutes. Hein? Qui l'eût cru, les gars? Ouais, c'est un super chiffre, donc vraiment merci à toutes les personnes qui nous écoutent. On espère qu'ils nous écoutent jusqu'au bout, parce que ça, on n'a pas les chiffres sur la durée moyenne d'écoute. Personne n'a fini. Je crois qu'il y a que 10 heures qui donnent ces informations-là, donc voilà, ça fait un peu par rapport à toutes les plateformes sur lesquelles on est disponible. Mais voilà, ça fait 550 écoutes par épisode, donc c'est vraiment très encourageant à continuer. Ouais. Merci à nos mamans surtout qui en ont écouté 450 chacune. Je pense qu'il faut le dire maintenant. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis aussi, je sais pas si vous avez regardé sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Money, donc c'est sur l'argent. Et puis là-dessus, j'ai lancé une page Patreon. Donc si ça vous dit d'encourager la chaîne, bien sûr aussi le podcast, ça fait partie de ça. Hein, donc acheter des nouveaux micros et puis d'entretenir le studio. On a aussi fait... Quoi? Ça me fait rire. J'ai le droit de rigoler quand tu fais des choses drôles. Mais pour acheter des bières aussi pour les acteurs. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Entretenir le studio puis acheter des bières pour Benji parce qu'il y a toujours chaud, Benji. Il a soif. Et puis en plus de ça, si ça vous intéresse, si vous êtes fan du podcast, il y a des différentes récompenses si vous voulez faire partie des gens qui contribuent au Patreon. Et puis on a même commencé un groupe Discord. On a des discussions très intéressantes là-dessus. On partage nos ludothèques. Donc bref, si ça vous intéresse, assurez-vous d'aller sur la page Patreon de On Joue-tu, puis vous allez voir toute l'information là-bas. Je voulais d'ailleurs déjà remercier nos contributeurs Patreon, donc je vais vite les nommer: Woodruff, Amy, Green530, Kessler Alexandre, Cliff, MBWare, Pierre-Luc R et mon bon ami Félix. Donc merci à tout le monde qui contribue au succès de cette chaîne. Alors maintenant, on va passer au premier segment, donc les découvertes de la semaine. Vu qu'on est 3, on va essayer de pas dépasser 2, hein, cette fois, David? Promis, j'en ai sélectionné 2. Puis juste pour m'assurer qu'on dépasse pas, moi j'en ai qu'une cette semaine, donc je vais commencer, moi, ma découverte de la semaine, c'est le jeu Troy Dice. En fait, je sais pas trop comment le dire, c'est 3 Dice. En tout cas, il y a un Y, hein, c'est un peu confusing. J'ai envie de dire Troy's Dice. Alors, c'est un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban. Donc, c'est la version Roll and Write du jeu 3. Et puis, c'est un jeu que j'avais déjà vu d'ailleurs, que c'était un Roll and Write qu'on considère expert comparé à... On confirme. Pardon? On confirme, du coup. Ouais, on confirme, parce que je l'ai testé avec Benji. Il était pas facile, hein. Les règles, ça va, c'est pas nécessairement le plus compliqué à comprendre les règles, mais on a tellement peu d'actions et puis nos choix d'action peuvent vite être dévastateurs parce que au fur et à mesure que la partie avance, on va avoir un dé qui va détruire nos possibilités d'action de plus en plus que la partie avance. Donc, en tout cas, la première partie qu'on a fait, j'ai fait n'importe quoi. Mais en plus, on trouvait que c'était pas assez dur. Oui. Donc nous, on a fait que le dé qui supprime les bâtiments de toute une colonne, alors qu'en fait, il supprime les bâtiments uniquement de la couleur. Donc c'était 1 sur 3, puis nous on faisait 3 sur 3 d'un coup. Donc autant te dire qu'on n'a pas battu des scores. Hein. Non. Puis d'ailleurs, je pense que tu as gagné avec genre 16 points. Je me rappelle même quelque pas. chose comme ça. Alors, après, j'ai vu qu'il était sur Board Game Arena, donc je me suis fait plein de parties en ligne. Et puis maintenant, je suis rendu assez fort. Et puis, une fois que j'avais compris les règles comme il faut, c'est vrai qu'on arrive plus à des scores de 40 points. Donc, on avait vraiment fait... on s'était tiré une flèche dans le pied, disons. Donc ça, c'était Troy's Dice... 3 Dice. 3D. C'est un roll and write que j'aime bien. Au début, j'ai trouvé un peu frustrant. J'ai vu qu'il y a une petite extension dedans qui rajoute des petites complexités. Puis je me dis, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça? Mais il y a cette option-là. Donc vraiment, si vous êtes fan de roll and write puis que vous vous
dites ouais, Trek 12, Welcome ou tous ces jeux-là, c'est un peu trop facile pour vous, ben 3 dice, en tout cas, le niveau de complexité est assez élevé. Mais c'est Pearl Game, hein, c'est ça, ouais. l'éditeur. Et puis moi j'avais entendu Sébastien Dujardin, c'est ça, l'auteur, un des auteurs qui est aussi le patron de Pearl Game. Au moment où ils avaient sorti Black Angel, je ne sais pas si vous voyez ce jeu qui a une couverture absolument magnifique et qui est un jeu, un très très bon jeu, mais pas simple d'accès en fait. Et Dujardin disait que lui, il avait envie de ne pas rentrer dans le moule un peu actuel des nouveautés qui sortent en permanence et qu'on n'a pas le temps de tester. Ouais. Et justement, il trouvait intéressant de dire, nous, on va à l'encontre de ça, on sort un jeu, et puis il faut faire plusieurs parties pour le maîtriser, et puis il faut faire plusieurs parties pour se régaler. Et je trouve que c'est intéressant, et avec 3 dice, moi j'ai vraiment ressenti ça aussi. La première partie, c'était quand même hard, on savait pas du tout quoi faire, alors qu'avec un roll and write en général, tu sais vite vers quoi tu veux aller. Et je pense qu'ils ont voulu aussi mettre cette mentalité-là, et c'est tout à leur honneur. Ouais. C'est vrai que ça donne envie d'en refaire. Mais c'est vrai que avant d'avoir joué à ça, moi j'avais entendu que Demeter, c'était un de ces genres de roll and write, flip and write qui était expert. Et puis c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve. Oui, oui, c'est clair. Ils ont rajouté un niveau de complexité sur le Demeter 2, la Varuna. Ouais. Okay. Mais je l'ai pas testé, mais ils ont l'air d'avoir vraiment ajouté une bonne couche. Avec pas mal de frustration aussi, tellement qu'il y a de possibilités, donc il a l'air vraiment très, très sympa. Ouais, une future découverte peut-être. C'est ça. Alors, je vais laisser Benji commencer avec sa première découverte de la semaine. Alors moi je suis dans le thème Kickstarter, qui est le thème de notre podcast, donc j'ai mis du Kickstarter partout, ce qui n'était pas difficile, et du coup j'ai 2 découvertes Kickstarter. Je commence par la première, c'est Daimyo. Daimyo, l'auteur c'est Jérémy Ducré, et puis la boîte qui a fait le jeu, c'est la boîte de jeu, donc que tu connais bien puisque c'est It's a Wonderful World. Daimyo, je pense que je l'avais commandé l'année dernière, et puis lui aussi faisait partie du loot qui est arrivé chez un copain en France et que j'ai récupéré tardivement. C'est un jeu, alors c'est difficile de vous le décrire parce qu'il y a beaucoup de mécanismes différents en fait. Le principe c'est que c'est d'abord un jeu de dés, mais si je le dis comme ça, il n'y a rien de plus faux. Vous lancez les dés et puis ensuite vous utilisez les dés pour réaliser des actions. Par contre, vous n'utilisez pas le chiffre du dé pour réaliser les actions, mais la couleur du dé. Et puis, il y a 3 couleurs, donc 3 types d'actions différentes. Avec ça, vous allez pouvoir produire des ressources sur une grande carte. Vous allez pouvoir aller visiter des lieux pour récupérer des reliques, des espèces d'artefacts qui vous rapportent des points. Vous allez pouvoir construire des nouveaux personnages qui sont des espèces de nouveaux ouvriers que vous allez utiliser pour aller récupérer à nouveau des ressources. Et puis, le pitch intéressant, c'est que vous allez quand même utiliser les points qu'il y a sur les dés en additionnant les dés et pour jouer un autre mécanisme parallèle qui est des cartes. Et il y a un système en fait de draft de cartes parallèle à ça qui vous permet de faire des combos entre vos actions et les cartes que vous allez utiliser. Le jeu est vraiment magnifique, il a été un peu critiqué au niveau de sa direction artistique parce que le plateau de jeu est très dense et puis certains disent qu'il n'est pas forcément lisible. Très honnêtement, j'ai pas eu de difficulté pour le voir. J'avais pris le Kickstarter avec les figurines, bien sûr, donc totalement inutile, donc totalement indispensable, of course. En vrai, si vous voulez pas les figurines, il y a des très beaux meeples, il n'y a aucun souci. Donc les figurines sont magnifiques, je trouve. On peut les utiliser vraiment avec plaisir pour jouer sur le plateau. Et puis ce que je voulais rajouter, c'est que je l'ai joué en solo. Alors David, je sais que toi aussi tu es un bon amateur de solo. Le solo est vraiment top. En fait, ils ont fait un système d'automat. Sur chaque carte, tu as 3 actions. Il faut que tu sélectionnes laquelle tu ne vas pas faire pour l'adversaire. Donc il y a toujours 2 actions sur 3 qui sont faites. Et du coup, il y a un vrai jeu dans le jeu, je trouve, qui est de dire qu'est-ce que je sacrifie, parce que ça fait toujours mal par contre, mais c'est qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse vraiment de côté stratégiquement. Donc je me suis régalé, il est pas compliqué du tout à prendre en main. Je pense que j'ai dû mettre 1 heure, 1 heure et demie pour cette première partie. Et c'est une vraie pépite pour moi que ce Daimyo. Bah écoute, c'est vrai qu'il m'avait vraiment fait de l'œil sur Kickstarter, je l'avais pas pris. Je me suis dit j'attends sa sortie en boutique, j'ai toujours pas craqué. Mais sachant que tu l'as, ce sera sans doute l'occasion de le tester ensemble. Je l'amène la semaine prochaine. Mais c'est vrai que je suis assez admiratif, alors déjà des auteurs de jeux, mais ceux qui arrivent encore à rajouter un automat qui te donne vraiment l'impression que tu as un vrai humain qui fait tout ce qu'il faut pour t'empêcher de gagner. Ça, c'est très très fort et je trouve qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. Ouais, bon, merci à eux. À cause du Covid, quoi. Je
pense que ça a relancé l'industrie du solo. Vu Ça, que tout le monde était tout seul chez eux avec leur jeu. Ça fera l'objet d'un nouveau, C'est vrai, c'est nouveau podcast, je pense. Dans 3 semaines. C'est ça. Ta première découverte, David? Alors moi, c'est vrai que les découvertes, j'avoue, je ne les ai pas pensées au niveau des Kickstarter. Je suis dans des beaucoup plus petits jeux. Et le premier, j'ai suivi un peu la hype actuelle avec Cartaventura, le Vinland, donc le Cartaventura qui se passe dans le monde des Vikings. Édité par Blam, des auteurs Arnaud Ladagnou et Thomas Dupont. Donc Thomas Dupont, auteur de Codex Naturalix et Rushout. Donc vraiment, en tout cas pour Codex Naturalix, j'en suis fan. Rushout, il vient de sortir, je ne le connais pas, mais en tout cas j'ai entendu de belles choses sur lui. Et puis très joliment illustré aussi par Guillaume Bernon. Donc oui, il s'agit vraiment d'un tout petit jeu d'aventure style livre dont vous êtes le héros. Où on va suivre les traces du célèbre viking Éric le Rouge en 998. Donc c'est un jeu où on se retrouve avec 72 cartes recto verso à piocher, lire et poser dans le but de vivre son aventure. Donc c'est vraiment un petit jeu narratif avec 5 fins différentes. Donc c'est un jeu pour moi qui se joue en solo. On peut le partager à 2, ils indiquent jusqu'à 6. Moi vraiment je vois pas ce que 6 personnes autour d'une table peuvent faire sur ce jeu, ou alors ils se partagent les boîtes et ils jouent pas au même en même temps. Mais voilà, un jeu solo où il y a un peu de texte à lire, ça se vit avec plaisir. Maintenant certains disent ouais mais c'est pas vraiment un jeu. Ça me rappelle un peu des grands discours dans certains jeux vidéo où certains disaient non, mais ça c'est pas un jeu, c'est une aventure interactive, un film interactif, etc. Au final, moi perso, je m'en fous, je passe un bon moment à jouer à ce jeu. Maintenant, ça veut pas dire que je vais faire les 4, parce qu'il y en a 2 qui sont sortis. Alors j'ai pris les 2 premiers, il y en a 2 qui sont déjà annoncés. Ça risque de se répéter. Maintenant, les histoires sont intéressantes. Elles sont tirées d'ailleurs de faits historiques réels. Donc là, il y a eu un joli travail aussi de recherche par les auteurs. Et puis, on pourrait le comparer, parce que je sais que forcément, on va en parler plus tard, à un 7e continent, mais alors vraiment très très light. Très très light. Tu voudrais pas me le prêter ? Le petit Vinland. Oui, ouais. Alors pour l'instant, j'ai eu 2 fois la même fin. Donc je fais encore une ou 2 fins et après volontiers. Tu pourras même le glisser dans ta poche. Ah, c'est gentil, parce que j'avais vu les couvertures passer, elles sont effectivement très très belles. Et puis je m'étais pas du tout intéressé au jeu. Puis là, vu comme tu le vends, moi c'est tout à fait ma came, ça, ce genre de petits jeux narratifs. Donc je les prends avec plaisir quand t'as fini. Il faudrait se faire une ludothèque commune, tu sais. Peut-être. Assembler nos forces. On va y arriver. On garde ça chez moi. Forcément, t'as pas assez de place. Alors, deuxième découverte à Benji. Yes. Alors, ma deuxième découverte, c'est également un Kickstarter, donc c'est Vindication. Vindication. Ouais. Je sais même pas ce que ça veut dire en français. C'est dommage qu'on n'a pas un prof d'anglais ici qui peut nous aider avec ce genre de questions. Ça serait bien. L'auteur, c'est Mark Neidlinger et c'est Orange Nebula, l'éditeur. Alors, c'est un jeu, moi, qui était passé totalement en dessous de mes radars pour une bonne raison, c'est qu'il n'est pas sorti en français. Donc c'est un jeu uniquement VO. Et il se trouve que j'ai vu un tweet de, je pense c'est Miss Geeklet, qui l'avait nommé en disant que c'était un jeu fabuleux. Et je vais sur Ocaseo, qui est donc un petit peu l'équivalent des portes de l'enfer pour moi avec Kickstarter. Je tape Vindication et là je tombe sur une offre d'un type qui avait francisé le jeu lui-même. Donc il avait imprimé des petits bouts de papier qu'il avait collés sur chaque carte. Je pense qu'il y a une centaine de cartes. Donc le mec avait fait un boulot phénoménal, mais qui rend hyper bien. Il avait slivé et tout, donc le jeu est top en français. Donc je l'ai acheté sans plus me renseigner que ça au moment où je l'ai fait. Et puis il était dans ma pile de la honte depuis quelques mois. J'ai enfin pu le sortir. C'est un jeu pour moi très original. J'aurais vraiment là aussi du mal à vous décrire exactement ce que c'est. Moi, ça m'a fait vivre une aventure, c'est-à-dire que vous êtes un bonhomme qui s'échoue sur une île. Vous êtes un sale type en plus. C'est nommé comme ça, vous êtes un sale type. Et puis votre objectif, ça va être de regagner de l'honneur pour justement retrouver l'honneur que vous avez perdu par le passé. Et puis pour ça, vous allez gérer des ressources qui sont en fait des traits de personnalité, donc la bravoure, du courage, de la force, de la sagesse, etc. Remplir des quêtes, vous déplacer sur une île que vous allez découvrir petit à petit en retournant des tuiles. Et puis je trouve vraiment ça... Ouais, je n'avais jamais joué à un jeu comme ça en fait. C'était très, très original. Je l'ai joué là aussi en solo. Ça a duré, je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Les règles sont pas
très simple à prendre en main, je trouve. Mais en fait, dans le fond, le jeu est pas compliqué derrière. Là, il y a peut-être un petit effort sur la rédaction des règles qui aurait pu être fait d'une meilleure manière. Mais j'ai très envie d'y rejouer et je suis pas certain d'avoir envie d'y jouer à plusieurs. Moi, j'ai vraiment eu le plaisir d'une aventure en solo. Je m'étais mis une petite BO derrière, c'était un vrai bonheur et le jeu il est mais magnifique à sortir sur une table. Vindication. C'est un vieux jeu ou... Écoute, je sais pas de quelle année. 2018. 2018. Ouais, tu vois. Et puis je me demande s'ils n'ont pas refait une campagne Kickstarter cette année sur une extension. Déjà? Ouais. Ok. Parce que je crois qu'ils avaient fait un joli succès sur Kickstarter. Oui, Et- alors il y a Vindication Chronicles qui est sorti cette année, effectivement. Ouais, c'est ça. Et puis le leader et Alliance, là je vois que tu regardes en même temps qu'on parle, David. Ça, c'est l'extension pour jouer en solo, justement. Après, alors dedans, il y a des figurines. Par contre, je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce à quoi elles servent. C'est-à-dire que même dans le jeu, je m'en suis pas servi. Et j'ai pas compris à quel moment on les On utilisait. les utilise. Hein. Donc ça, je me demande si c'était pas absolument pas du tout On les utilise au moment nécessaire. de payer pour le jeu. Je sais ça, exactement. Mais sinon, aucun Si jamais intérêt. le vindication, ça veut dire justification. Donc ça veut dire c'est le fait d'innocenter quelqu'un. Ah, ok. Donc je sais pas si ça fait du sens. avec Si, la parce que c'est la thématique. thématique principale, c'est ça. C'est que t'es un sale type et puis que l'objectif, c'est de justement te Ah. retrouver ton honneur perdu. Donc ça c'était Vindication. Ton Yes. deuxième choix, ta deuxième découverte, David. Alors pour moi, c'est un jeu de guerre. C'est Blitzkrieg, donc un petit jeu de guerre, un jeu de Paolo Mori, à qui l'on doit entre autres Libertalia, Augustus, devenu Via Magica, et le tout récent Fairy Tail Inn, que je me suis commandé et pas encore reçu pour jouer en famille. Ça m'a l'air bien sympathique. Donc édité par Matago pour la version française. Jeu exclusivement à deux, mais dans la nouvelle édition, il y a une variante solo qui est disponible, donc je les remercie. Et puis ce jeu nous propose de revivre la Seconde Guerre mondiale en seulement 20 minutes. Et très franchement, alors je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais la partie dure 20 minutes et on prend plaisir, même si on n'accroche pas spécialement à la thématique de la Deuxième Guerre mondiale, on prend vraiment plaisir à jouer à ce jeu. Alors pour essayer de vous expliquer comment ça se passe, vous avez un plateau avec un plateau d'affrontement. Et une personne représente la coalition des Alliés et puis l'autre personne les puissances de l'Axe, donc avec l'Allemagne, l'Italie, Japon. Sur le plateau, rien de très original. voilà, jusque-là, il respecte l'histoire. Sur le plateau, on retrouve 5 théâtres d'opération, chacun constitué de 2 ou 3 campagnes. Donc les campagnes, voilà, c'est des séries de petites guerres que vous allez devoir gagner. Et puis chaque joueur a un sac avec X tuiles identiques au début. On en pioche chacun 3. Et chacun à tour de rôle, on choisit une de ces tuiles qu'on va pouvoir mettre sur n'importe quel théâtre d'opération, mais toujours sur la première campagne. Donc tant que cette campagne n'est pas finie, il y a de la place pour aller, je ne sais plus par cœur, mais entre 2 et 5 tuiles par campagne. On choisit où on place cette unité, et cette unité a des fonctions spécifiques. Alors déjà, vous avez les unités terrestres, les unités navales et les unités aériennes. Bien sûr, toutes ne peuvent pas être posées sur chaque emplacement. Et puis la Là tuile... aussi, rien de très original. Voilà. Et merci, salaud. Et sur chacune de ces tuiles, il y a des actions qui vont être offertes au joueur qui a posé la tuile. Donc dans ces actions, vous avez la possibilité de piocher une nouvelle unité qui sera plus forte que les autres. Vous avez la possibilité de défausser aléatoirement une des unités qui est cachée derrière un petit paravent de votre adversaire. Et puis donc le but est de gagner finalement de la puissance sur chaque théâtre d'opération. Vous avez un petit marqueur qui part soit à gauche du côté des Alliés, soit à droite du côté de l'Axe. Et puis chaque personne qui remporte une campagne du théâtre d'opération, chaque personne qui finit une des campagnes va permettre à celui qui est en avance finalement sur ce théâtre d'opération de marquer des points de victoire. Et c'est super stratégique, c'est très rapide, ça donne tout de suite envie d'en faire une nouvelle, parce que voilà, il y a ce petit côté hasard quand on pioche,
Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. En plus de ces tuiles, elles sont assez proches. Après, elles vont être améliorées si vous en piochez des nouvelles. Et il y a un très fort intérêt, c'est-à-dire au moment où vous avez votre tuile en main, le choix de l'emplacement, parce que vous avez de nombreuses possibilités, le choix que vous allez faire est très stratégique. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Donc voilà, je me réjouis d'y replonger ces prochains jours. Alors, on va maintenant s'attaquer à notre deuxième segment, et puis c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Yes. Le trou noir des Kickstarter. Voilà le thème de l'épisode. Alors, moi, je voulais vous lancer déjà sur... Bon, comme je vous en avais déjà parlé, moi, je suis moins dans les Kickstarter que mes deux invités ici. Pour l'instant, j'ai reçu que 2 jeux sur Kickstarter, puis c'est vraiment des tout petits jeux, donc j'ai pas encore eu mon full pledge où je peux me dire « Wow, je me sens que je fais partie de cette communauté ». Donc, je vais surtout être en mode interview aujourd'hui. Je vais surtout vous poser des questions, les gars. La première, on va commencer par le début. Quel a été vos premiers Kickstarter? Puis pourquoi est-ce que c'est celui-là qui vous a dit « Ok, là, je me lance ». Alors, je te laisse commencer, Benji, en ordre alphabétique. C'est pas parce que je t'aime plus, hein. Écoute, déjà, je voudrais dire que profites-en de ne pas être trop dans le trou noir du Kickstarter, parce que ça a commencé comme ça pour nous tous. J'ai l'orteil dedans. C'est-à-dire qu'on a tous commencé par un jeu en se disant « Mais je comprends pas pourquoi tout le monde en fait tout un cirque. » Alors, le tout premier que j'ai backé, c'était le 7e continent. Et pourquoi je l'ai backé? On en reparlera probablement à d'autres moments de ce podcast. Pourquoi je l'ai backé? Parce que j'avais un pote qui lui commençait déjà à avoir un pied dedans et puis qui m'avait beaucoup parlé de ce jeu. Moi je pense que je devais jouer aux jeux de société depuis 4 ou 5 ans et j'avais jamais joué de jeu narratif comme le 7e continent. Et puis là on me vendait vraiment quelque chose d'extrêmement original. Dont j'avais jamais entendu parler par ailleurs. Moi j'aime bien lire, j'aime bien les histoires, donc en plus ça me parlait pas mal. Je pense que je commençais à avoir un niveau de jeu qui n'était pas effrayé par un jeu comme le 7e continent avec, je sais plus, il doit y avoir 20 pages de règles à peu près, donc ça m'inquiétait plus. Et puis je pense que j'étais prêt aussi à mettre plus de sous que ce que je mets d'habitude dans un jeu. Après, sur Kickstarter, la première fois que tu y vas, enfin, tu me diras David si ça t'a fait pareil, mais dans ma tête, j'allais pas mettre du tout plus que les 70 € qu'il y avait pour la boîte de base. Et puis le problème de Kickstarter, c'est pas la boîte de base, c'est le all-in. Ah. C'est ça. Et puis en fait, c'est vraiment, ça aussi je pense qu'on va en reparler, c'est cette peur de manquer quelque chose. Et donc Kickstarter, ça a été mon premier jeu. Et mon premier all-in, j'en ai pas fait tant que ça par après, mais pour le coup, c'était la deuxième campagne, moi j'ai loupé la première, donc il y avait la boîte blanche derrière, et puis tu te dis, mais ce jeu va être excellent, ce jeu est excellent, puisqu'on le savait déjà au moment de la deuxième campagne, je peux pas louper quoi que ce soit, donc je vais prendre toutes les extensions parce que je suis sûr que je vais tout jouer. Spoiler alerte, je n'ai bien sûr pas tout joué, je l'ai même revendu depuis, mais ça j'en reparlerai peut-être tout à l'heure. En tout cas, le tout premier, ça a été le 7e continent. Ouais. Et puis, donc ça veut dire que tu n'as même pas attaqué une des boîtes, parce qu'il y avait combien d'extensions? Si. Alors attention, quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde ici. Si, je l'ai bien joué le 7e continent. Je pense que j'ai fait 4 campagnes, 4 malédictions. Mais à un moment, j'avais la liste de toutes les malédictions. Je pense qu'il y en a au moins une dizaine ou une douzaine même. Et j'en ai fait que 4. Mais le 7e continent, une campagne, c'est 20 à 25 heures de jeu. Hein, donc, et puis la première, la déesse Vorace, je l'ai faite 2 ou 3 fois parce que j'ai perdu en fait. Donc je pense que je l'ai quand même beaucoup joué. Simplement, je ne l'ai pas joué autant que tout ce que j'ai acheté derrière. Puis toi, David, ton premier? Alors Your first love. Oui, alors mon tout premier. Déjà, il faut que j'avoue que ça fait pas si longtemps que ça que je m'intéresse au jeu, que je suis tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. En amour du trou noir, effectivement, de Kickstarter. C'est vraiment lié finalement au Covid. Alors, est-ce qu'il faut le remercier ou pas? Je sais pas encore. C'est trop tôt pour le dire. Mais voilà, moins de 2 ans. Le remercie en tout cas. Ouais, alors mon banquier, ça va. Il m'embête pas trop en tout cas pour l'instant. Il faudrait qu'on fasse un épisode avec nos 3 banquiers. Et c'est vrai que le premier jeu, donc ça fait moins de 2 ans, 1 année et demie, il s'appelle Vous êtes dans une auberge. Donc c'est un petit jeu
français que j'ai acheté. Oui, vous êtes dans une auberge. Non, il n'y a pas d'image, il n'y a rien sur mon écran. Et franchement, je sais pas trop. À mon avis, j'avais pas très bien compris le fonctionnement parce que j'ai remarqué que j'en ai commandé 2. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'en ai commandé 2. Alors, il n'était pas cher, donc c'est pas grave. Et dernièrement, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas reçu parce que je me suis enfin décidé à faire une liste de tout ce que j'avais backé sur Kickstarter ou autre plateforme. Et puis, je me suis dit, mais je ne l'ai pas reçu et je suis allé revoir dans les communiqués. En fait, ça fait depuis le mois de mai qu'on aurait dû tous les recevoir. Donc, je les ai contactés par email et ils m'ont très rapidement dit qu'effectivement, mes jeux étaient venus en retour. Donc ils vont me les réexpédier. Voilà. Donc, il n'y a que toi qui ne l'as pas reçu, en fait. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, à voir, il y en a beaucoup qui l'ont reçu, mais moi, je ne l'ai pas reçu. Et là, il faut que je vous avoue aussi une autre chose, c'est que là, je me suis calmé quand même, parce que j'ai eu une année et demie, voire 2 ans très fast. Donc, j'ai pledgé pas loin, j'ai pas atteint les 40 jeux, pas loin de 40, et j'en ai reçu 8 à ce jour. Et il y en a déjà pas mal qui sont en retard, mais ça on aura l'occasion sans doute d'en reparler. Donc là je me suis dit, David, maintenant tu lèves le pied, tu retiens le clic. Heureusement, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins maintenant de grosses sorties intéressantes. Ça c'est sans compter sur le dernier trimestre 2021. Voilà, mais j'en ai quand même, le dernier date du 11 septembre, donc voilà, c'est pas si vieux que ça, mais ça fait quand même bientôt un mois que... Et pourquoi on est dans cette auberge? Je sais pas, je te le dirai quand je l'aurai reçu, et je t'y inviterai. Non, mais pour que ce soit ton premier, il faut que tu me vendes le jeu, là. Je sais pas. Mais je crois qu'en fait, j'ai découvert ce monde de Kickstarter et des jeux de société sur Kickstarter et je suis tombé sur ce jeu. J'en ai peut-être entendu parler à quelque part et je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être un petit jeu sympa, un jeu de cartes. Je me rappelle plus du tout du pitch, à part qu'on est sans doute dans une auberge avec des personnages qui m'ont l'air très marrants, des illustrations. Aussitôt cool. que tu le reçois, tu l'amènes, en fait. Je vais même en avoir un à offrir, donc celui qui est, on pourra le faire tirer pour gentil avec moi. Ça peut être un jeu concours, ça. Exactement. Voilà, parfait. Je le mets au concours avec grand plaisir. Tu sais, il y a quelque chose que je trouve rigolo dans ce que tu dis, c'est j'avais oublié ou je me suis tout à coup aperçu qu'il n'était pas arrivé. Moi, j'aime bien ça, ce truc-là de dire, en fait, je le commande. Après, je suis pas du tout très à regarder mes mails, à voir où est-ce que c'est. Et puis finalement, le jeu arrive 1 an, 2 ans, 3 ans parfois après que tu l'aies commandé. Et c'est Noël. Ouais, c'est ça, c'est une petite surprise. T'es content, t'avais presque oublié qu'il était là. C'est sympa dans Kickstarter, ça. Moi, je pense que je vais être le premier à dire on n'est pas sorti de l'auberge quand on va jouer à ce jeu. On n'est pas sorti de l'auberge avec Kickstarter, ça c'est certain. Donc finalement, c'est assez bon que ce soit mon premier. Mais c'est ça qui est drôle. Parce que là, il m'a annoncé la couleur. Il m'a dit, toi, t'es pas encore sorti de l'auberge. Donc celle-là, on l'a gardée, on est d'accord? Oui, on la garde. Donc maintenant qu'on sait comment vous avez commencé là-dedans, j'aimerais un peu faire l'avocat du diable puis vous demander, est-ce que vous croyez qu'à quelque part, les compagnies sont pas en train de profiter de cette addiction qu'on a à vouloir, t'en as parlé juste avant, le fait de l'exclusivité, c'est-à-dire ça, il n'y a que moi et puis de 100 autres personnes qui auront la petite figurine. Est-ce que vous pensez que... Parce que maintenant, je veux dire, à la base, le pitch de Kickstarter, c'est pour aider les petits à être capables d'être financés. Maintenant, on voit que la majorité des compagnies qui font ça, c'est des compagnies qui fonctionnent déjà assez bien. Donc, est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas un côté un peu louche, un peu profiteur, je dirais? Ça c'est certain, il y en a beaucoup qui ont compris qu'il y avait du business à faire sur Kickstarter et on voit bien d'ailleurs que la majorité quand même des projets se retrouvent ensuite en boutique et la différence entre la version Kickstarter et la version boutique n'est pas non plus très flagrante, à part effectivement certaines figurines pour mon voisin Benji. Mais il y a quand même certaines frustrations, c'est qu'il nous arrive finalement à payer beaucoup plus cher notre jeu, à le recevoir parfois après les boutiques, et c'est vrai que ça peut quand même pousser à se poser certaines questions. Vais-je continuer sur Kickstarter? Mais très clairement, ils en profitent. Après, ils ont bien raison, si ça marche, tant mieux pour eux. Là, quand même, maintenant, ils sont confrontés à des gros problèmes de fret, donc pour faire venir les jeux.
depuis la Chine, il y a plus de place dans les containers. J'entendais encore aujourd'hui que Triton Noir pour Assassin's Creed a dû multiplier par 7 voire 8 les frais de port de son jeu. Donc il a pris une bonne partie, la société a pris une bonne partie à sa charge, mais ils ont quand même dû devoir demander aux pledgers d'augmenter et de payer plus. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de témoignages où des personnes doivent rajouter 20, 50, voire plus, voire 100 euros pour les taxes, pour les frais de port, et tout ça pour recevoir encore le jeu 6 mois, voire une année après. Donc c'est vrai que ça risque de calmer quand même un grand nombre de backers fous dont je fais partie. Alors c'est rigolo, moi j'ai un avis un peu plus mitigé que le tien parce que bien sûr qu'il y a une réalité économique et que si des gens viennent sur Kickstarter c'est parce qu'il y a des sous à se faire, je pense que c'est assez clair, mais il reste quand même encore des petites boîtes qui sortent leurs jeux sur Kickstarter et qui font des belles surprises. Je trouve que le 7e continent c'est quand même ça, c'est quand même 2 mecs qui font un jeu dans leur garage, qui font eux-mêmes les dessins et puis un jeu qui ne serait pas sortable en dehors de Kickstarter parce que les frais seraient trop importants s'il y avait des intermédiaires, et puis qui réussit à faire des millions d'euros sur Kickstarter. Il y a quelques boîtes qui se sont spécialisées dans les Kickstarter, je pense à Mind Clash Games, à Awaken Realms, mais en même temps ils sortent un jeu par an et c'est un gros jeu sur lequel il y a énormément d'investissements qui sont faits pour que le jeu soit de bonne qualité, et puis a priori les gens continuent à y aller et à leur acheter leur jeu. Et puis je trouve aussi que dans Kickstarter, alors il y a des ratés, t'as raison, il y a de temps en temps une boîte qui sort pas son jeu, mais c'est quand même pas si fréquent, une boîte qui sort un jeu en boutique avant que les backers le reçoivent, mais en général la boîte qui fait ça elle se fait humilier sur tous les réseaux sociaux, et donc ensuite ça se refait pas ou elle est plus suivie. Je trouve qu'il y a aussi une espèce de... les gens se parlent beaucoup, ceux qui sont sur Kickstarter, et puis ça oblige un petit peu les boîtes à faire gaffe à ce qu'elles font. Je veux pas être dans un truc trop naïf de la main invisible du marché qui résout tout, parce que j'y crois pas, mais il n'empêche que je suis moins dur que tu ne l'es, et je trouve que Kickstarter c'est quand même un endroit où peuvent se faire des jeux qui ne sortiraient pas en boutique, notamment parce qu'il y a trop de matériel, trop de figurines, parce que c'est un gros truc narratif. Et puis que la boutique, avec le nombre d'intermédiaires, le prix explose. Et pour le coup, pour ces jeux-là, pour cette niche-là, je trouve que ça reste un truc où, en tout cas, moi je continuerai à aller, mais pas pour tout. Je suis d'accord avec toi, pas pour tout. Mais justement, alors cette catégorie de jeux et d'acteurs de ce financement participatif existe, et heureusement, il n'y a pas, entre guillemets, que des profiteurs. Après, il y en a aussi beaucoup qui sortent des jeux format Kickstarter, donc qui ne seraient pas forcément après en boutique car trop coûteux, comme tu l'as bien dit, mais qui ont tendance à sortir un nouveau projet alors que le précédent n'est pas encore distribué, et puis finalement il lève quand même des millions et des millions. Moi j'ai backé Darkest Dungeon de Mythic Games, moi aussi, donc ils ont levé plus de 5 millions et demi, alors qu'il y avait un de leurs jeux précédents qui avait été grandement critiqué car arrivé très tard, un autre qui n'avait pas encore été livré, et finalement il y a quand même un engouement, il y a toute une partie de backers qui vont, qui cliquent, qui payent et qui suivent ça. Donc tant que le jeu, finalement, personnellement, je me dis, tant que mon jeu arrive, s'il a du retard, personnellement, ça m'est égal. Après, est-ce que c'est vraiment... est-ce que je vais encourager tout le monde à aller voir sur Kickstarter pour ne pas passer à côté de la perle? Pas forcément, il y a tellement de jeux en boutique. Et c'est vrai que d'acheter aujourd'hui un jeu qui nous fait de l'œil et puis de le recevoir une année et demie après, est-ce que dans une année et demie on aura vraiment encore envie d'y jouer? Alors oui, sans doute qu'on va y jouer, mais est-ce que finalement il n'aura pas été dépassé par d'autres jeux dans leur mécanique? Mais ça fait partie du jeu, et puis moi j'aime bien ça, j'aime bien découvrir, j'aime bien me faire ces petits cadeaux, C'est comme en tant qu'amateur de vin, on achète des Bordeaux primeurs, on les paye, on touche rien, 2 ans après les bouteilles arrivent, on paye plus rien, c'est génial, donc c'est Noël, et puis la voilà. TVA en général, 2 ans après, sur les primeurs. Et c'est en train d'arriver sur Kickstarter, où je crois que maintenant les TVA aussi sont... Alors ça, il y a des risques, effectivement, quand on rajoute les frais de port supplémentaires, la TVA, les taxes postales, ça peut faire mal. Mais voilà, ça, comme j'ai dit avant, ça fait partie du jeu, on le sait, et à nous aussi de faire attention et de se limiter, n'est-ce pas, David ?
Tu vois, oui, c'est ça, moi, tu me fais marrer parce que tu vois, tu prends l'exemple de Darkest Dungeon en donnant toutes les raisons pour lesquelles il faudrait pas aller le pledger. Pourquoi tu l'as pledgé? Parce qu'il me plaisait, puis je me suis dit que voilà, bah, c'est pas grave, ils n'ont pas encore sorti le précédent, mais finalement ils l'ont quand même sorti avec beaucoup de retard. Donc si certains sont vraiment à cheval sur la date de livraison et qu'après ils envoient des mails, ils font des commentaires sur les réseaux sociaux à n'en plus finir parce que le jeu a un peu de retard, moi personnellement j'en suis pas là aujourd'hui et je teste aussi un peu. Donc toi quand je fais un test, je fais pas à moitié. Oui, bah oui, Voilà. je vois ça. On voit, ouais. Mais juste parce que moi aussi j'ai backé Darkest Dungeon, ce qui est un Il me peu semblait ridicule, bien. parce que c'est deux gros jeux qu'on va jamais jouer les deux. Mais est-ce que t'avais joué au jeu vidéo ou pas du tout? Alors, pas directement à celui-là, mais ce concept de jeu, de donjon, Ouais. moi j'ai joué au Hay of the Beholder sur. Mais ça, Mathieu, tu dois être trop jeune pour avoir connu ça. Moi, Donc j'existais oui, ça pas. me parle de parcourir les donjons, Ouais. de rencontrer des monstres, etc. En plus, il y a l'air d'avoir un bon mode solo à ce jeu. Alors oui, sans doute trop d'extensions pour ce que je vais y jouer. Mais je me réjouis toujours de le recevoir. Et Tu pourras toujours le revendre. Hein. Il sera bienvenu. Et je pourrais toujours le revendre. Voilà. Il va prendre beaucoup de place, hein, j'ai l'impression, Ouais. dans la bibliothèque. Donc, il y a un point aussi, un acteur qui est assez, je trouve assez intéressant, le rapproche, c'est Lucky Duck Games, qui utilise les plateformes de financement pour importer des jeux anglo-saxons. Je vais en mentionner quelques-uns après. Des réussites anglophones, mais qui n'existent pas en version française. Et aussi, ça leur permet un peu de sonder le marché. Ouais, Parce que c'est clairement. souvent des gros jeux, se dire, tiens, est-ce qu'on ose prendre la licence, tout traduire pour les mettre en boutique, alors que ça risque d'être des jeux à plus de 100 € en boutique, c'est souvent dangereux. Donc là, déjà, ils font un premier test, on va dire, et c'est pas que Kickstarter, hein. On parle beaucoup de Kickstarter, mais maintenant il y a GameFound, Ouais. il y a Game on Tabletop qui a moins d'offres, peut-être une sélection, voilà, c'est un peu plus simple aussi à suivre leur actualité. Et ça j'aime bien, parce qu'on entend des jeux qui ont qui font beaucoup parler chez des youtubeurs québécois, et on se dit ah ouais mais il a l'air vraiment bien, mais il est pas en français. Pour moi c'est un réel frein, et heureusement que c'est un frein, parce que sinon serais à j'en 80. aurais sans doute pris plus que ça. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ils ont l'air vraiment, ils ont les moyens aussi de le faire correctement. Donc, Et puis, merci je à vais eux. vous lancer une dernière question pour pas s'éterniser ici toute la nuit, parce qu'éventuellement, il va falloir que je vous sorte de mon appartement. Et comment voyez-vous l'avenir de Kickstarter? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va encore perdurer dans le temps et qui va grandir, qui va croître, ou est-ce que ça va un peu se défaire un peu? Parce que là, on voit que c'est un peu le bordel partout avec, justement, on parlait avant, les problèmes de transport. Il y a aussi une question environnementale de se dire, bien sûr, souvent, c'est des plus gros jeux, donc plus de matériel, plus de plastique, de ci, de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on a vu les plus belles journées de Kickstarter ou il en reste encore? Ouais, moi j'espère qu'il en reste encore en fait. Je sais pas ce qui va se passer. Je pense quand même, je le redis, mais Kickstarter ça s'adresse vraiment à une portion de joueurs. Et puis tu sais, il y a souvent le débat de savoir si les magasins de jeux de société vont finalement être mangés par Kickstarter. Alors moi, à titre personnel, je crois pas du tout. Et puis, enfin, mon avis personnel, tout le monde s'en fout, mais les gens sérieux du milieu que j'écoute disent plutôt ça, parce que un jeu sur Kickstarter, c'est 5000 boîtes. Et ça, c'est un Kickstarter qui marche bien. Alors, il y en a certains qui marchent très très bien, c'est 10 000 boîtes. Mais 10 000 boîtes, c'est pas un jeu qui fonctionne dans les magasins. C'est 50 000, 100 000 boîtes pour des très gros jeux qui se vendent. Donc, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Je pense que c'est vraiment plutôt des joueurs experts qui vont aller acheter des gros jeux qui seraient très difficiles à produire en magasin. Et puis finalement, pour cette portion-là de joueurs, moi j'ai bon espoir que ça continue à fonctionner, et qu'on continue à avoir des gros jeux qui sortent sur KS et qui vont répondre à une demande qui est que nous on a envie d'avoir ces gros jeux et puis d'en découvrir des nouveaux. Pour ce qui est de la part écologique, elle est de plus en plus présente dans les réflexions de beaucoup d'entreprises Kickstarter qui commencent à relocaliser leurs jeux en Europe. Ouais. Les prix montent sur les coûts de production, mais effectivement baissent sur les coûts de transport. Donc peut-être que là aussi, il y a une réponse à cet impératif écologique qui va un peu changer les pratiques, probablement un peu augmenter les prix. Mais en même temps, force est de constater que les gens continuent à y aller sur ces prix. Les prix sur Kickstarter ont augmenté et je ne crois pas que le nombre de backers a diminué. Donc
Moi, je pense, alors la question c'est jusqu'où le jeu de société va aller en lui-même, parce que ça monte, c'est une croissance à 2 chiffres, je crois, depuis des années et des années. Est-ce qu'on est en train d'arriver à un sommet, ou est-ce qu'il y a encore de la marge à faire? Tant que le jeu de société va monter, je pense que les plateformes participatives vont monter. Et ça va peut-être finalement permettre de décourager certains profiteurs, donc ceux qui voient que le côté financier et qui ont les moyens d'éditer et de distribuer leurs jeux en boutique. Peut-être eux, ils vont être découragés finalement par toutes ces problématiques, mais les problématiques, elles ne sont pas que pour Kickstarter. Pour leurs jeux en boutique, c'est très compliqué. Certains éditeurs ne vont pas pouvoir livrer ce qu'ils devraient livrer pour les fêtes de fin d'année, donc tout le monde est touché par ça. Donc oui, si ça permet de produire peut-être un petit peu plus en Europe pour des éditeurs européens, après je crois savoir que les entreprises pour créer tous ces jeux, les figurines, etc., il n'y en a pas tant que ça en Europe, et puis les agendas sont déjà bien remplis, donc on est encore tributaire de la Chine pour passablement de choses, de matières premières et autres créations de matériel. Mais voilà, ça apporte des questions, et je pense que ça restera un bon terrain de jeu pour tester. Mathieu, moi j'ai juste une dernière question à poser. Je pense que c'est vraiment une question hyper importante, centrale et vraiment profonde que je voudrais vous amener. Face à un Kickstarter, all-in ou pas all-in? C'est ça, parce que dans le fond. Ouais. Alors bon, moi je t'avoue que je pense que j'ai fait qu'une fois un all-in. Pour Everdell. Ouais, c'est pour ça. Everdell. David? Alors, j'aurais tendance à dire pas all-in, mais le dernier, j'ai fait all-in. Voilà. Parce qu'en fait, ça c'est pour moi très Kickstarter. C'est-à-dire que Kickstarter, tu pourrais tout à fait, la conscience, la raison te dit de ne prendre que la boîte de base. Tu n'auras pas le temps de jouer au reste. Ouais. Pourquoi on continue à faire des all-in? Ben, surtout que si au final, tous les jeux, la boîte de base se trouve en magasin de toute façon. En plus, souvent maintenant, ils font quand même une boîte de base et une boîte de luxe. Et puis la boîte de luxe, elle est plus difficile à trouver. Mais... J'espère. Parce que là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai backés qui vont finalement peut-être se retrouver en boutique. Puis là, je vais les payer plus cher à cause du shipping et tout. Mais je pense qu'il y a aussi un point dont on n'a pas trop parlé, c'est l'aspect collectionneur en fait. Et puis Kickstarter joue beaucoup là-dessus. C'est que pour ceux d'entre nous qui ont une ludothèque et qui aimons ça, collectionner des jeux et jouer aux jeux, Kickstarter c'est hyper attractif pour ça, parce que tu vas avoir envie d'avoir la boîte de base et puis la petite extension mais qui va bien avec, et puis la petite figurine magique qui est juste trop belle, qui sert à rien. Mais ça c'est attractif ou addictif? Peut-être un peu les deux. C'est peut-être un peu les deux. Ouais, parce que moi je t'avoue, en tout cas pour le moment, moi je suis plus dans l'optique, j'aime mieux en avoir 2 avec un pledge raisonnable que d'en avoir un all-in. Ça, je t'avoue que moi, je suis plus rendu là. Mais, encore une fois, j'en ai pas encore reçu un que je peux faire. Mais moi, j'adorerais faire ça. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Parce que quand tu me dis ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais moi, j'y arrive pas parce que la figurine, elle est trop belle. Ouais, mais peut-être parce que tu as eu l'expérience d'avoir reçu cette boîte, de l'avoir ouvert, puis de te sentir spécial. Parce que moi, j'ai pas encore eu ça. Tu verras avec ton Everdell quand tu vas recevoir ta avec l'arbre en bois qui va te déposer ça devant ton bureau. Ouais, peut-être. Quand t'inventes un contrôle parental, en fait, qui te bloque les all-in. Donc, avant de passer au top 5, je voulais juste vous poser la question de la semaine. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir de Kickstarter? Nous, on a donné notre avis là-dessus, mais qu'est-ce que vous en pensez? Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire soit sur la page Facebook, soit dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, ou vous pouvez m'envoyer un email à jouton@gmail.com, donc joueton@gmail.com. Alors maintenant, on va passer à notre dernier segment. On va essayer de ne pas faire trop long. De toute façon, moi, je ne peux pas vraiment participer à ce top 5, étant donné ma nouveauté dans le monde de Kickstarter. Alors, on va faire un top 5 Kickstarter. Donc, on parle de jeux qu'on a reçus, jeux qu'on n'a pas encore reçus. Mais moi, étant donné que j'en ai que 8, ça serait un peu insignifiant comme top 5. Donc, je vous laisse commencer, les gars. On va commencer par Benji, ton numéro 5. Alors mon numéro 5, j'en ai déjà parlé, c'est le 7e continent. Voilà, il devait être dans le top 5, c'était le premier Kickstarter, c'est un jeu exceptionnel, hein, je pense, le 7e continent, vraiment. Très très rapidement, vous mettez des cartes qui découvrent petit à petit un terrain, et puis en fait ce terrain, vous devez l'explorer, et vous devez remplir des missions, et tout ça pour lever une malédiction que vous avez au tout début.
à laquelle vous ne comprenez rien au tout début, c'est normal, et puis petit à petit vous découvrez ce continent, ce 7e continent, dans un univers un peu Lovecraftien, comme ça, un peu étrange. C'est un jeu magnifique, je l'ai revendu. On parlait des jeux qu'on vend, je l'ai revendu, je l'avais dit je crois dans le dernier podcast, parce que j'y jouais plus, parce que un autre dont je parlerai tout à l'heure, et non c'est pas celui-là, j'en parlerai plus tard, est arrivé, et puis il me semble vraiment au-dessus sur le plan de ce que moi j'aime dans le narratif, donc je savais que j'y jouerais plus, et ça me faisait trop de peine de le garder alors qu'il y avait tant de choses à en faire, donc... Le 7e continent de Ludovic Roudy, Bruno Sauter, et puis c'est chez Serious Poulp. Parfait, on va passer au numéro 5 à David avant que Benji se mette à pleurer. Alors moi, donc mon top 5, c'est des jeux à recevoir parce que je sais que mes meilleurs Kickstarter sont encore à recevoir. Donc voilà, j'espère que je n'aurai pas de mauvaises surprises. Mon 5e s'appelle Créature Confort. Et ouais, donc là c'est vraiment mon jeu familial Kickstarter à recevoir, et je suis tombé en amour avec le matériel. Le matériel de ce jeu. Très franchement, je me réjouis tellement de le recevoir. Il y a un petit côté Everdell, je pense, au niveau matériel. Et c'est un jeu donc pour 1 à 5 joueurs des 8 ans. Donc là, c'est vraiment pour me faire plaisir en famille. Un mix de placement d'ouvriers, jet de dés et gestion de ressources. Et puis le pitch, donc on est une famille d'animaux de la forêt dont notre but est d'effectuer des récoltes et aménager notre intérieur de tanière pendant 3 saisons, donc printemps, été et automne, dans le but de passer un hiver le plus agréable possible. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de recevoir ce jeu. Prévu pour décembre 2021, mais j'y crois pas trop, donc il sera sans doute pas là pour Noël, car ils sont confrontés au même problème que les autres. Mais voilà, Créature Confort. Alors ça, jamais entendu parler. Alors maintenant, ton numéro 4, Benji. Alors, mon numéro 4, Mathieu, c'est Claustrophobia 1643. Claustrophobia, c'est un jeu de croc. C'est le surnom de l'auteur, un grand bonhomme du milieu ludique français. Et puis ça a été édité chez Monolith. En fait, c'est la réédition de Claustrophobia qui avait été fait il y a plusieurs années de ça. Claustrophobia, c'est un jeu à 2. Vous êtes un paladin avec une équipe et vous vous baladez dans des souterrains. Et dans ces souterrains, vous vous faites attaquer par des espèces de monstres un petit peu à la zombie, alien, etc. C'était un super jeu des années 90, je crois, quand il est sorti la première fois. Quand tu dis 90, tu veux dire 90? Je veux dire 90. Et en plus, je pense que c'est pas vrai ce que je dis, à mon avis, c'est plutôt des années 2000. Qui avait vieilli, et puis ils l'ont remis au goût du jour. Et puis typiquement, là, Kickstarter, je pense, sert à ça parce qu'ils se sont permis de la deluxifier. Et donc, tu as dedans des monstres et des figurines qui sont juste magnifiques. C'est un jeu assez glauque, pour le coup c'est pas un jeu familial du tout, c'est vraiment un univers très très glauque, mais qui est absolument somptueux, absolument génial. C'est une excellente réédition de Monolith, et pour les amateurs de jeux à 2, d'ambiance claustrophobique comme ça, je vous le recommande. Il y a pas mal de hasard, puisque c'est pas mal de lancer de dés, avec des personnages qui ont des compétences différentes, mais c'est vraiment un excellent jeu. Claustrophobia 1643 de Croc. Un petit jeu pour faire pendant une soirée Halloween, peut-être. Oui, exactement. Être de thème. Alors, David, ton 4e. Alors, mon numéro 4, c'est Too Many Bounds. Alors là, un gros projet importé justement par Lucky Duck Games sur la plateforme Game on Tabletop. Donc là, on n'est pas sur du Kickstarter. Un jeu de Chip Terry Games, créé par les cousins, j'ai bien bossé, les cousins Adam et Josh Carlson. Et j'ai regardé ce qu'ils ont fait parce que personnellement ça me disait rien, et ils ont quand même fait des jeux comme Hoplomachus et Cloud Spire. Donc voilà, rien que ça, c'est des gros créateurs. Ils bossent toujours les deux ensemble avec le même illustrateur, Anthony Le Tourneau. Donc ça c'est vraiment Too Many Bounds, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui outre-Atlantique. De nouveau un matériel de fou, plus de 150 dés, des jetons de poker, des petits tapis de néoprène pour chaque joueur. Donc chaque joueur doit choisir son héros qui a ses propres dés, donc ils sont totalement asymétriques. Et c'est
C'est un jeu de rôle, un jeu de rôle collaboratif, mais avec des dés. Donc on va partir à l'aventure, à la recherche d'un tyran qui sème la terreur à travers le monde, un gros méchant, quoi. Et puis on va croiser toute une série de ces sbires qu'on va devoir combattre pour améliorer les compétences de nos personnages, donc améliorer les dés, obtenir de nouveaux dés. Je suis ravi que tu l'aies backé parce que je ne l'ai pas pris et ça a été très difficile parce que le jeu a une excellente réputation. Too Many Bones, c'est pour le coup une boîte qui fait des très très belles campagnes sur Kickstarter et j'ai réussi à résister parce que la direction artistique me plaît moyen en fait. Je pense que c'est ça qui m'a permis de ne pas y aller. Et puis parce qu'aussi j'ai un certain nombre d'autres narratifs et que je m'étais dit je vais pas m'en rajouter un que je vais jouer qu'à moitié. Mais par contre j'ai hâte de voir quand tu vas le recevoir. Il paraît qu'il y a un effet waouh quand tu ouvres ton carton, clairement. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils importent vraiment la boîte qui est déjà très grosse, hein, il y a plus de 4 kilos de matériel, mais ils n'ont pas rajouté toutes les extensions pour pas proposer un all-in de malade, parce qu'ils en ont déjà sorti beaucoup en anglais. Donc déjà ils sortent la boîte de base, et puis on verra par la suite s'ils importent le reste. Voilà, Too Many Bones, mon numéro 4. On passe maintenant au numéro 3 de Benji. Yes, mon numéro 3, Lord of Hellas, de Adam Kwapinski, un auteur polonais. Qui dit Pologne dit Awaken Realms, bien sûr. Je vous parle de Lord of Hellas, mais c'est surtout pour vous parler, je triche un peu, du prochain que va faire Awaken Realms dans cet univers. Lord of Hellas, le principe c'est que c'est un jeu de majorité et de contrôle de territoire. Si je le dis comme ça, c'est pas leur rendre hommage parce qu'il y a aussi plein d'autres petits mécanismes parallèles à ça. Mais c'est surtout dans un univers artistique absolument magnifique et somptueux, moi qui me fait rêver. Le principe c'est que c'est de la Grèce antique, mais en mode futuriste. Donc vous allez avoir des hoplites robotiques, des dieux grecs pareil avec des trucs mécaniques sur eux. C'est vraiment très très original. Et puis vous avez quelques figurines qui sont dedans, notamment les figurines de dieux que vous devez construire dans l'univers. Le jeu est excellent, il est relativement complexe mais sans l'être trop. Et puis comme je vous disais, pourquoi je vous en parle surtout ? Parce que j'ai Lord of Hellas, je ne l'avais pas backé, je l'ai acheté d'occasion un peu plus tard, mais ils vont faire un nouveau jeu dans un univers semblable, sauf qu'au lieu d'être chez les Grecs, ce sera chez les Vikings. Donc vous allez avoir un univers viking, donc vous savez que j'adore ça, mais dans un mode futuriste, avec les dieux vikings, avec les troupes vikings, et puis tout l'enjeu, ça va être justement de faire en sorte que ce soit pas juste un copier-coller de Lord of Hellas dans un autre univers. Donc ils ont le même auteur, mais qui est en train de réfléchir à une version améliorée finalement de Lord of Hellas. Et puis moi, Awaken Realms, je leur fais assez confiance, donc j'ai adoré Lord of Hellas, j'ai hâte d'adorer, je sais pas comment ils vont l'appeler, Lord of Thor, Lord of Odin. Lord of Loki. À voir. Lord of Hellas, pardon. David, ton troisième. Alors, mon troisième, c'est la suite du précédent de Benji, parce que c'est la 7e citadelle. Voilà, donc la suite du 7e continent. Toujours au niveau manette, Bruno Sauter. Et est-ce que vous savez quel jeu d'ambiance il a réalisé, cet homme-là ? Bruno, comment ? Oui, ils ont Bruno eu le Spiel. Sauter. Ils ont eu le Spiel des CRS en 2019. Ah, sûr. The Mind ? Non, Just One. Just One. Ah, bien sûr. Ah ouais, donc un jeu qui n'a absolument rien à voir avec le 7e Entre le 7e continent et la la 7e citadelle, voilà. ils font Just One. Exactement. Et ils gagnent le Spiel. Voilà. Il y a Just One qui a fini en boutique, et puis les autres qui ont vraiment toute leur place sur Kickstarter, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'ai également le 7e continent, alors je ne veux pas m'éterniser sur le 7e continent, je ne l'avais pas backé, c'est pour ça que j'en ai pas aussi parlé dans mes Kickstarter, je l'ai acheté directement sur le site de Serious Poulp, et j'y ai passé de très nombreuses heures, heureusement qu'avec la boîte de base, parce que je ne l'ai pas terminé, je l'avoue, il va vraiment falloir que je le ressorte, et vu que là ils annoncent déjà pas mal de retard pour la 7e citadelle, j'ai encore une bonne année pour ressortir le premier du nom. Moi, ce que j'aime en fait dans ce futur jeu et que j'aime déjà dans le 7e continent, c'est que c'est un jeu narratif, mais finalement quasiment sans texte. Et l'histoire, on se la fait, on la comprend. Au fur et à mesure, on avance dans l'aventure, on découvre les tuiles. Et là, je retrouve vraiment tout ce que j'aimais quand j'étais ado dans les livres dont vous êtes le héros. Et déjà dans les jeux dont vous êtes le héros, je prenais pas de dés, de feuilles, etc. Je faisais un peu au plus simple et je retrouve ce plaisir-là.
Et il y a eu des critiques, il y a les pros, il y a les anti. Tu vas parler d'un jeu après où certains préféraient l'autre. Je veux pas couper l'herbe sous le pied. Donc voilà, te divulgacher. Mon Dieu, j'ai oublié de le sortir. Mais avec la 7e citadelle, ils ont vraiment prévu d'aller encore plus loin, de corriger certains défauts dont ils avaient eu pas mal de critiques. Donc j'ai l'impression qu'ils ont vraiment entendu les fans et ceux qui ne l'ont peut-être pas été. Donc vraiment une grosse attente derrière cette 7e citadelle. Ton numéro 2, Benji. Yes, bon, je l'ai un tout petit peu dit tout à l'heure en me trompant, et puis tu en as parlé, mais c'est Tainted Grail. Ouais. Tainted Grail, alors je vais essayer de vous donner le nom de l'auteur, qu'il me pardonne s'il nous écoute. S'il nous écoute, qu'il m'envoie un mail parce que je rêve de le rencontrer. C'est Christophe Piskorski. Et la boîte, c'est Hurricane Realms, bien sûr. Encore une fois. Alors, Tainted Grail, effectivement, c'est pour moi ce qui a fait descendre de son piédestal le 7e continent. Par contre, j'ai pleinement conscience que c'est un choix extrêmement personnel. C'est juste parce que l'univers dans lequel est Tainted Grail, qui est donc un univers arthurien, me passionne en dehors des jeux de société. Et donc, c'était sûr que j'allais aller sur ce jeu-là. C'est un jeu narratif. La mécanique de base est en plus un peu semblable à celle du 7e continent, puisque vous devez retourner des cartes pour petit à petit découvrir l'univers dans lequel vous êtes. Par contre, et c'est super intéressant que tu l'aies expliqué comme ça, parce que c'est très différent du 7e continent dans l'aspect narratif qu'ils ont choisi, c'est-à-dire que là, vous avez des scripts et un livre entier de scripts que vous allez lire. Chaque fois que vous arrivez sur une carte, ça vous renvoie à un script. Des choix que vous allez faire dans ce script vous renvoient à d'autres pages, etc. Et vous découvrez une histoire qui est beaucoup plus écrite qu'elle ne l'est dans le 7e continent. Mais moi, j'adore ça. L'univers est très très sombre. Alors là, si vous n'avez pas le moral, ne jouez pas à Tainted Grail. C'est vraiment, c'est dur. C'est un univers dans l'histoire en fait fait suite au départ du roi Arthur pour Avalon. Et puis quand il était là, le roi Arthur, il empêchait le chaos finalement de venir dans l'univers de Camelot. Et puis du coup, comme il est plus là maintenant, le chaos revient. Il faut donc relancer des menhirs pour pouvoir écarter le chaos et donc réussir à voir le territoire autour de vous tout en suivant l'histoire. J'ai fini la campagne qui se fait en 15 scénarios, donc c'est là aussi plusieurs heures de jeu, mais je l'ai torché. J'avais vraiment du mal à m'arrêter de jouer tellement l'univers est superbe. Et à la fin de l'histoire, il y a de très nombreuses façons de finir l'histoire. C'est pas du tout manichéen, il n'y a pas les gentils, les méchants, bien au contraire. Et puis surtout, je me suis rendu compte à la fin de l'histoire qu'il y avait toute une partie de l'histoire que je n'avais pas vue. Et vous avez plein de façons de faire la campagne. Là, j'ai pris un all-in. Un all-in jeu, pas le all-in aspect, parce qu'il y avait beaucoup trop de matériel. Ouais. Et je vais recevoir d'autres campagnes dans l'univers. Si vous saviez comme j'attends ça, c'est vraiment un jeu... Pour moi, c'est un jeu sublimissime et c'est mon deuxième dans ce top 5, mais c'est aussi mon deuxième jeu favori de toute ma ludothèque. Derrière Anachronie. Qui est donc le premier... Ah, pardon. Non, c'est vrai que Tainted Grail, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup. J'y ai jamais joué et je demande que ça. C'est vrai que... à mon avis, j'aurais de la peine à choisir entre le 7e continent et celui-ci. J'ai rien contre lire des textes, des scénarios. Je pense que l'un comme l'autre, il est préférable d'y jouer seul. C'est comme ça, à mon avis, qu'on en profite le mieux. C'est exactement ce que je voulais rajouter. C'est que par contre, pour moi, c'est des jeux solo à 100%. Ça m'emmerderait de devoir attendre que l'autre décide ce qu'on fait. Alors là, totalement d'accord avec toi. Et je crois savoir d'ailleurs que les extensions que tu attends, ça fait... passé 6 mois, je crois, qu'elles sont arrivées pour les anglophones et qu'il y a un grand retard pour les francophones. Mais bon, de toute façon, c'est pas les jeux qui te manquent. Donc, Non, et puis surtout, ils sont assez clairs là-dessus, c'est-à-dire qu'ils font un vrai effort de traduction. Moi, j'ai rien à reprocher à la traduction de la première vague qu'on a reçue, de la première campagne. Et puis, ils sont très clairs sur le fait que les anglophones recevront leur jeu avant. Ils l'ont effectivement déjà reçu. Et ensuite, ils prennent du temps pour faire des traductions qui sont de bonne qualité. J'ai aucun problème avec ça. Et en plus, il avait été nommé à l'As d'Or dans les jeux experts, ce qui est très rare pour un jeu comme ça Kickstarter qui est quasiment introuvable en boutique. Même en ligne, c'est compliqué à en trouver, en tout cas une version neuve. La boîte de base, tu peux l'acheter en boutique. Ils l'ont mais il y a très peu de dispo, je crois. C'est très compliqué de les trouver. C'est quand même fou d'avoir une catégorie où tu as
The Crew qui gagne contre Oui. Tainted Ouais, Grail. et puis fou, Ça c'est devient un comparable. niveau discutable. Hein, c'est... Ouais, ça commence à devenir problématique. Hein. On a tellement de niveaux maintenant, expert plus, expert plus. Et puis- c'est ça. ton numéro 2, David? Alors mon numéro 2, c'est justement un de mes rares all-in. Bon, j'en ai peut-être fait plusieurs, mais je ne me rappelle pas. Le tout dernier, c'est 11 Football Manager Board Game. Ah, là, tu nous perds, mais totalement. Tu Hein. fais partie de ceux qui sont sur ce jeu, mon Dieu. Ouais, oui, tout à fait. Et il y a même des youtubeurs québécois qui n'ont quasiment aucun intérêt avec le foot et qui s'y sont vraiment intéressés de très près et qui m'ont suivi, plutôt moi qui les ai suivis, mais qui ont backé ce jeu. Donc personnellement, j'ai craqué sur ce projet GameFound de Thomas Janssen, un néerlandais dont je ne connaissais pas du tout l'existence. Pourquoi est-ce que j'ai craqué ? Eh bien, c'est parce qu'il me rappelait des jeux vidéo où on devait gérer, donc des football managers, où on gère tout ce qui se passe autour du terrain et pas seulement comme dans les FIFA et autres PES où on joue uniquement ce qui se passe sur le terrain. Là, c'est tous les aspects de gestion d'un club et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, même si finalement c'est le genre de jeu que je ne jouais jamais sur console parce que je trouvais que ça s'y prêtait pas trop. Mais là, dès que j'ai vu ce projet avec tous ces aspects un peu stratégiques, ce business, gérer le club, mais ça veut dire gérer les sponsors, gérer les contrats des joueurs, gérer le stade. Voilà, ça m'a hypé. Et je me suis dit là, allez, vas-y, prends le all-in, fais-toi plaisir. C'était 128 €. Ça va encore. C'est un petit all-in. C'est un petit all-in. Et dans les all-in, il y a aussi une extension qui est consacrée qu'au mode solo. Donc c'est clair que j'allais pas passer à côté. Donc voilà, ce 11 Football Manager Board Game, il sera mien dans une année à peu près. Franchement, si ça avait été 11 Hockey Manager, là je t'aurais suivi. Mais football. Mais vous dites tous pareil. La caricature du Québécois. Mais J'imagine tu sais que mes compatriotes québécois ont dit la même chose dans leur critique Exactement, du mais jeu. ils l'ont quand même backé. Tu sais que moi je suis absolument pas fan de football. Par contre, je jouais jeune à Football Manager parce que c'est un jeu vidéo de gestion en fait. Hein. Exact. Et puis je ne suis pas allé regarder la campagne et tu me donnes vachement envie de m'intéresser au Pledge Ouais, Manager. bon, ici, lui, il y a le all-in, on n'a pas besoin. On y jouera ensemble. Ah là là, oui. Et puis donc, enfin, ton premier que j'ai un peu spoilé. Ouais, tu l'as divulgaché. Hein. Je pense que là c'est bon, on a dit ce mot 3 fois. C'est bon, il fait partie de notre vocabulaire. Mon maintenant. premier Ton qui est numéro donc un? mon top 5 Kickstarter, mais qui est mon top, mon 1 à vie, qui est Anachronie, même si je triche un peu en prenant ce jeu parce que je ne l'ai pas pris sur Kickstarter, j'avais loupé la première campagne. Mais j'ai pris la big box et puis là j'ai fait un all-in de ce qui me manquait sur la campagne de l'année dernière. Donc Anachronie de l'inégalable David Turkzy chez Mind Clash Games. Mind Clash Games, j'aurais pu en citer d'autres de leur campagne, mais le fait que Anachronie finisse en premier me permet de leur rendre hommage. Ah là 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 là, Anachronie. C'est un jeu de placement d'ouvriers, et puis dit comme ça, on a l'impression d'en avoir des milliers d'autres. Dans lequel l'eau est quasi inutile. Hein. Oui, c'est on est important d'accord. de le rappeler. première partie ensemble. Ouais, donc, juste une petite info, la première fois qu'on a fait une partie ensemble, les trois, on a joué à Anachronie, et puis j'ai demandé à Benji, j'ai dit, mais est-ce que l'eau c'est important? Puis il me dit, non, tu vois, c'est pas très important. Puis finalement, c'est ça qui a fait que C'est faux. j'ai perdu ma partie. Ça ne C'était à s'est cause pas que passé l'eau comme est ça. pas Si, si. importante. Ça Donc ne c'est un s'est peu pas un petit passé comme inside maintenant, quand on dit l'eau est pas importante, on parle d'Anachronie. Donc Anachronie, l'univers est magnifique, c'est un jeu post-apocalyptique dans lequel on va justement s'amuser à voyager dans le temps, recevoir des provisions du futur, mais il va falloir les rembourser en retournant dans le passé par la suite. Pour moi, c'est en plus un de mes premiers gros jeux. Anachronie, j'avais lu les règles 3 fois, regardé 3 vidéos règles avant de m'y attaquer parce que vraiment il me faisait peur. Alors que maintenant je le sors assez facilement. Il est superbe, le gameplay est excellentissime je trouve. J'ai pas fait 2 parties qui se ressemblent, et puis là j'ai reçu donc la Big Box cette année qui est donc un cadeau Kickstarter absolument magnifique. J'avais des étoiles dans les yeux en l'ouvrant, et j'ai pas encore testé les extensions, et j'ai vraiment très envie de les tester avec vous à l'avenir là.
C'est un jeu, je suis navré, je suis tellement ému que je manque de mots pour vous le décrire, mais c'est un jeu extraordinaire et puis je veux y jouer avec n'importe qui a envie de le tester. Anachronie de David Turczi. Et puis, numéro 1, pas David Turczi, mais David ici. Alors mon numéro 1, c'est un jeu, Mathieu, dont tu as parlé dans ton épisode précédent avec le professeur Board Game. C'est It's a Wonderful Kingdom. Voilà. Parce que je suis un fan inconditionnel de It's a Wonderful World, et dès que j'ai su qu'il sortait ce nouveau jeu mode 2 joueurs uniquement, il y a quand même également un mode solo que je me réjouis de tester. Là, je me suis pas posé de questions, et c'est très franchement un des rares. Alors, je passe pas des dizaines d'heures et des dizaines de jours à savoir si je vais backer ou pas, mais celui-là, j'ai pas du tout hésité. En plus, il y avait 2 versions. Une version de base qui sera la version boutique, qui avait pas vraiment d'intérêt à prendre sur Kickstarter. Donc, il y avait une autre version, une version légende à 50 €. Donc voilà, tout à fait raisonnable. Et en plus, il y avait la possibilité, alors ça malheureusement pour la Suisse, nous qui sommes en Suisse, on est pénalisé un petit peu là-dessus, mais il y avait la possibilité de choisir une boutique partenaire pour pouvoir retirer le jeu dans la boutique, donc on s'évite aussi des frais. Donc ça, je trouve que c'est une bonne démarche, et à mon avis, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus pour le Québec. Il y a le Randolph qui fait aussi ce genre d'action, donc c'est bien. Ouais, aussi un big up pour l'illustrateur Anthony Wolf. Ça vaut la peine de prendre le temps de regarder ses cartes, et c'est l'illustrateur aussi de Demio. Donc tu vois, certains ont critiqué un peu le plateau chargé, mais c'est le même illustrateur, et exactement Anthony Wolf. Voilà, si c'est faux, il faudra retirer ça du podcast. Mais, j'ai encore. C'est possible parce que les deux jeux sont de la boîte de jeux. Exactement. Donc c'est tout à fait possible. It's a Wonderful Kingdom, je ne l'ai pas backé. Et puis je sais pas pourquoi en fait. Parce que nous deux on l'a, on va pas avoir 3 copies de ce jeu. Comment ça, c'est jamais un problème. Non, c'est vrai. Parce que qui se sacrifie pour ne pas l'avoir? Faut qu'il y en ait un au moins qui se sacrifie. Non, mais en tout cas, tu seras pas déçu, puis t'as bien fait. Franchement, si ça, on peut considérer que c'est un all-in 50 €, c'est vraiment pas grand-chose. Tu sais, alors que, c'est vrai que comme tu dis, ça aurait été sans intérêt de prendre la version pas all-in. Donc c'est tout pour les top 5, on va vite passer sur les jeux qui nous font de l'œil. Moi je vais un peu tricher, je vais en faire 2 parce que j'ai juste parlé d'une découverte. Donc il y en a un que c'est un jeu qui me fait vraiment de l'œil, puis l'autre ça va être juste un peu pour rire. Mais le premier c'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter, donc je reste un peu dans le thème. Moi je continue à essayer de trouver les jeux que Benji aime le moins, avec les thématiques qui l'intéressent le moins. Donc la dernière fois avec David on avait parlé de Dog Park. Oh mon dieu. Le jeu avec où on va promener nos chiens, et puis maintenant je vais vous parler de Verdant. Je crois que dans le all-in il y avait une petite figurine d'un chien en or. Oui, c'était magnifique. Et puis tu peux mettre la face de ton chien, ce que j'ai fait. C'est faux ça. Non, c'est pas vrai. Ah mon dieu. Mais tu pouvais mettre sur la couverture de la boîte avoir ton chien. Ouais, non, bref. Alors, vous avez pas vu la face que Benji vient de me faire. Donc, non, je vais vous parler de... Donc, si vous aimez pas les chiens, j'ai un autre jeu pour vous. Verdant, qui est un jeu de plantes de maison. Donc, c'est un tout petit jeu. Non, c'est pas en fait un petit jeu, mais c'est un jeu qui coûte vraiment pas cher. C'est un peu ça qui m'a attiré. Donc, il était à 29 € la boîte de base. Tu as toutes les stretch goals avec, et puis c'est vraiment un jeu sur... ça m'a fait penser un peu à Wingspan, donc on va un peu faire un genre de tableau avec les plantes qu'on a. Les illustrations sont super jolies. Moi j'adore les plantes, j'aime bien en avoir dans l'appartement quand les chats ils vont pas les bouffer, donc... c'est un jeu qui m'a beaucoup intéressé, puis ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi quand on parle de Kickstarter et puis d'innovation sur cette plateforme, eux ce qu'ils ont fait c'est que tu peux avoir une version téléchargeable. Donc si tu veux faire un mini pledge, tu peux pledger 5 € et puis tu peux télécharger puis toi-même t'imprimer les fiches. Je trouve que c'est quand même une bonne idée, surtout pour un jeu où il y a beaucoup de cartes. Donc je vous redis le nom du jeu, c'est Verdant, donc c'est un mot qui est anglais, ça s'écrit V-E-R-D-A-N-T, c'est produit par plusieurs personnes, donc je vais vite dire leur nom. Il y a Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn, Kevin Ross et puis Sean Stankiewicz.
Et pour ça, vous avez 124 cartes uniques de plantes dans des pots. Oui. Et puis maintenant, je vais passer la parole à David qui va nous donner son jeu qui lui fait de l'œil. Ce sera 2 en 1. J'en parle les deux en même temps. Il peut pas Parce que j'ai presque la même chose à dire. J'ai presque la même chose à dire sur les deux. C'est un des deux, donc c'est The Crew, Mission sous-marine, et l'autre c'est Welcome to the Moon. Pourquoi je les mentionne les deux comme ça? Parce que c'est une suite de jeux qui ont eu un grand succès. Alors sur The Crew, il me fait de l'œil, mais je vais pas l'acheter tout de suite parce que j'ai commencé The Crew avec 5 groupes différents et je ne l'ai toujours pas fini. Donc j'aimerais bien arriver au bout des 50 missions, car je sais que si j'achète le nouveau, je ne le ressortirai plus. Et Welcome to the Moon, là, au contraire, j'ai un peu fait le tour quand même de Welcome to. J'ai zappé le Welcome to Las Vegas que j'ai testé sur Board Game Arena, mais qui peut-être était trop complexe pour ce que c'était. Et Welcome to the Moon a l'air d'avoir vraiment pris un virage différent et amené beaucoup d'originalité dans le flip and write. Donc voilà, c'est 2 jeux que je me réjouis de découvrir. Sans doute Welcome to the Moon avant The Crew Mission sous-marine, parce qu'il va être disponible pendant très longtemps en boutique, hein. Il n'y aura pas de risque de passer à côté. Donc voilà, ces 2 jeux sont les jeux qui me font de l'œil cette semaine. Il y avait Welcome to the Moon à Vichy. Puis il y a beaucoup de gens qui en parlaient. Moi, j'ai pas eu la chance de le tester, mais apparemment, il faisait un petit buzz, donc intéressant. Et puis, il y a l'air d'avoir une espèce de campagne, en fait. Oui, exactement. Il y a plein de tableaux différents. Et le The Crew Mission sous-marine est déjà disponible sur Board Game Arena. Oui, j'ai vu, oui. Peut-être en alpha. Ouais. Mais hyper beau. Déjà mieux réussi, je trouve, que le premier. Donc voilà, des super jeux à venir. Et puis Benji, ton jeu qui te fait de l'œil cette semaine? Alors mon jeu qui me fait de l'œil cette semaine, c'est en fait un Kickstarter. Je suis en attente de ce Kickstarter. C'est Ibris de Damien Chauveau, qui est chez Aurora Game Studio, qui est un studio et un auteur français. Ibris... Alors les 2 brebis. Non, c'est mal de dire ça. C'est mal parce que Ibris, pour moi, il a le potentiel. Vous avez entendu l'émotion dans ma voix quand je vous ai parlé d'Anachronie. Ibris, il a le potentiel pour moi pour devenir le futur Anachronie. C'est un jeu dans un univers de la Grèce antique, pour le coup, pas comme Lord of Hellas, mais de vraiment la Grèce antique. Un jeu complexe, hein, vraiment expert pour le coup, avec du placement d'ouvriers, du draft de cartes, etc. C'est une petite boîte française qui a fait une campagne Kickstarter vraiment excellente. Ils ont été très présents pour le coup en communication, c'est ce qu'on disait. Ils continuent à être très présents en communication. Ils sont assez modestes dans ce qu'ils font, mais pourtant le jeu est juste hyper professionnel. Ils ont vraiment fait un boulot de dingue dans la direction artistique et dans la construction du jeu, qui est disponible. Alors c'est pas sur Board Game Arena, mais c'est une autre plateforme, Tabletop Simulator, je crois. Ah non, c'est l'autre. Où vous pouvez jouer avec eux si vous le souhaitez. Alors moi je l'ai pas fait parce que j'attends de recevoir ma copie, mais c'est un jeu que j'ai backé. C'est un de mes derniers all-in. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un all-in pour le coup. Celui-là je l'ai fait aussi pour les soutenir, parce que c'est encore une fois une petite boîte. Il se trouve que j'ai vendu un jeu d'occasion à Damien Chauveau en plus. J'étais comme un adolescent ou une adolescente devant sa star de musique. J'étais tout ému de lui vendre ça. C'est vraiment un type adorable, en plus hyper simple et hyper sympa. J'attends Ibris avec une grande impatience et je pense que ça a le potentiel d'être un très grand jeu. Pour mon deuxième jeu qui fait de l'œil, j'ai vu ce jeu passer sur plusieurs listes des jeux qui vont être présentés à Essen, donc au festival de jeux en Allemagne, que malheureusement je vais devoir me retirer. Je devais y aller, mais finalement avec mon horaire, vu que je pars en lune de miel, ça n'arrive pas à concorder les deux ensemble. Essen, c'est très sympa, hein. 10 jours en all-inclusive à Essen. J'ai essayé de convaincre ma femme, ça n'a pas fonctionné. Donc, quand j'ai vu le nom de ce jeu, je me suis dit, c'est incroyable. Et puis sûrement qu'ils vont changer de nom pour la VF, mais c'est un jeu qui s'appelle Bit au cul. Ah oui, vous avez entendu parler de ce jeu. J'ai vu passer, ouais. Oui, le titre est très bon. Au début, je pensais que c'était une blague. Et puis, il le garde, hein, je crois, au final. Oui, il le garde, mais parce qu'en fait, en japonais, ça veut dire vertu. Donc, c'est tout c'est un jeu sur les esprits de la forêt. Hein?
Pas en français. Non, pas en français. Et puis je sais pas, j'imagine que quelqu'un leur a dit, mais si vous allez sur la page Board Game Geek de ce jeu, dans les forums, mais c'est que des francophones qui parlent de « Oh mon Dieu, j'espère qu'ils vont pas changer le nom parce que je veux absolument avoir un jeu comme ça dans ma bibliothèque. » Mais c'est un peu dommage si c'est tout ça le scandale autour du jeu parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un très beau jeu, bien illustré. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire avec ça, mais voilà, sachez qu'il existe un jeu qui fait le buzz en ce moment qui s'appelle Bitoku, donc B-I-T-O-K-U. Donc, incroyable qu'on soit rendu là. Et je vous rassure, si vous tapez Bitoku sur Google, vous tombez sur le jeu en premier. Donc, n'ayez pas peur. Comme il faut. Il faut bien l'écrire comme il faut. Et il y a même David Turkzy qui est dans les auteurs. Donc, Mais il a dû faire le mode solo, je pense. sans doute. Oui. Ouais. Parce qu'en tout cas, sur la page Board Game Geek, c'est Jermaine P. Millen. Exact. Donc voilà, donc c'était mon petit jeu rigolo de la semaine, Bitoku. Donc c'est tout pour notre épisode Kickstarter. N'oubliez pas de répondre à notre question de la semaine sur la page Facebook ou sur la vidéo YouTube ou m'envoyer un message à jouton@gmail.com, Joueton @gmail.com. Et puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu? Faut qu'on le refasse. C'était le pire on joue-tu ever. Donc les gars, je vous laisse vous pratiquer pour la prochaine fois.